Rentrant de chez le notaire un peu plus tôt que d'habitude ce jour-là, Catherine essaya d'agir comme si rien ne s'était passé. Retirer discrètement sa cape, poser le parapluie dans l'entrée et se faufiler dans la chambre, espérant que son mari John ne remarquerait pas son retour précoce. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Elle avait l'impression d'avoir quelque chose coincé dans la gorge. Ce qu'elle avait appris chez le notaire devait rester secret pour l'instant, pour tout le monde, y compris son mari. Mais à peine les clés de Catherine firent-elles un léger bruit qu'une voix provenant de la cuisine suivit immédiatement, rauque mais pas forte, parlant à voix basse. Entendant son propre nom, Catherine s'arrêta instinctivement. Elle savait qu'il était impoli d'écouter aux portes. Mais le ton autoritaire de la mère de John la figea sur place. Il devint immédiatement clair qu'il parlait d'elle, de l'héritage et d'un moment très opportun à ne pas manquer. Quand Catherine entendit les mots spécifiques, elle fut secouée d'horreur. Il semblait que son mari et sa belle-mère tramaient quelque chose de sinistre dans son dos depuis longtemps. Lentement, retenant presque son souffle, elle colla son oreille contre le mur. Le couloir était sombre, seule une faible lumière provenant de la cuisine illuminait l'embrasure de la porte. John parlait doucement, mais sa voix portait une fureur inhabituelle. Sa mère, en revanche, semblait le gronder, l'incitant. « Tu comprends que si elle a tout temps. Règle mais ne te l'a pas encore transféré ? Maman, j'ai compris, ne recommence pas. Je t'ai dit que… » Catherine tient à sa maison, à ses papiers comme dans un étau. Et ce nouveau document dont tu as entendu parler est probablement la clé pour la suite. Nous pourrions tout perdre si nous ne faisons pas comme tu l'as suggéré. La voix de la mère de John devint stridente. Ne pense même pas à lui mettre la pression maintenant. Attends qu'elle en parle elle-même. Elle a son propre intérêt et… Alors… La phrase fut brusquement coupée et Catherine entendit le bruit d'une chaise repoussée. Elle se figea. La conversation était sur le point de se terminer. Et si elle ne se cachait pas, il la surprendrait en train d'écouter. Catherine réussit à peine à se réfugier dans la salle de bain, ferma la porte derrière elle et commença à se frotter nerveusement les mains, essayant de calmer ses tremblements. De quoi parlait-il? Pourquoi s'intéressait-il à ses papiers notariés? Que se passait-il? Ses pensées étaient en ébullition. Elle était allée chez le notaire pour une affaire plutôt délicate. Elle avait appris que sa défunte tante, dont beaucoup avaient oublié l'existence, avait laissé un testament qui incluait Catherine. Apparemment, John et sa mère avaient d'une manière ou d'une autre appris sa visite. Mais comment connaissait-il autant de détails? Et surtout, pourquoi discutait-il de la manière de l'empêcher de finaliser les papiers? Catherine essaya désespérément de se rappeler si elle avait parlé à quelqu'un de la potentielle nouvelle propriété. Non, il semblait que non. Peut-être avait-elle mentionné en passant qu'une parente proche avait promis de lui laisser quelque chose, mais elle n'avait pas donné de détails. Debout devant le miroir, elle fixa son reflet. Il lui semblait que la peur était évidente sur son visage. Ses tempes palpitaient et à l'intérieur, un mélange de panique et de ressentiment bouillonnait. Les souvenirs des dernières années de sa vie conjugale refirent soudain surface comme une couverture déchirée. Catherine avait toujours ressenti une aversion de la part de sa belle-mère, mais elle avait espéré que John serait un allié fiable. En 5 ans de mariage, ils s'étaient certes disputés, mais elle croyait toujours que son mari l'aimait. Et maintenant, il s'avérait qu'il avait quelque chose en commun derrière son dos, un plan concernant sa propriété. Eh bien, peut-être que ce jour marquait le début d'une vie entièrement nouvelle. Une décision devait être prise. Devait-elle jouer l'idiote ou essayer de comprendre les choses et tenir bon? Finalement, en sortant de la salle de bain, elle tomba nez à nez avec sa belle-mère. La femme ne s'attendait pas à voir Catherine à la maison si tôt. Elle haussa un sourcil de surprise mais afficha immédiatement un faux sourire. « Oh, nous pensions que tu serais encore au travail !» s'exclama la belle-mère, prenant le ton mielleux qu'elle utilisait toujours, qui sonnait faux. « Oui, les cours ont fini plus tôt aujourd'hui. » marmonna Catherine. « Tu restes longtemps ?» répondit la belle-mère. « Je suis juste venue 1 minute pour parler à mon fils. »« Eh bien, je vais y aller maintenant. »« Vous voulez probablement être seul un moment » marmonna-t-elle quelques mots, attrapa son sac et se précipita vers la porte. John, en passant, lança à Catherine un regard rapide, coupable ou irrité,
elle ne pouvait le dire. Il n'essaya même pas de la serrer dans ses bras, de l'embrasser ou au moins de lui demander comment s'était passée sa journée. Il marmonna juste « je vais raccompagner maman » et disparut par la porte. Catherine s'affaissa faiblement sur un tabouret. Pas plus tard que la veille au soir, elle et John dînaient ensemble, discutant de sa promotion au travail en tant que chargé de cours à l'université. On lui avait offert un nouveau poste. Il semblait heureux pour elle, la soutenant. Il avait dit « tu le mérites, tu travailles si dur ». Et maintenant, il s'avérait que son mari cachait quelque chose d'important et discutait de son héritage avec sa mère, ayant clairement des intentions vénales. Debout dans la cuisine faiblement éclairée, Catherine rejouait les fragments de la conversation encore et encore dans son esprit. Progressivement, son anxiété se transforma en colère. Comment pouvait-il faire ça? S'il l'avait épousée pour des raisons pragmatiques, pour l'argent, pour l'immobilier, alors cela signifiait que toutes ces années, il avait seulement fait semblant d'être un mari aimant? Ou était-ce un changement récent? Il semblait qu'il parlait de l'appartement de sa tante ou peut-être d'un terrain à la campagne, car c'est de cela qu'il avait été question chez le notaire. Catherine ne parvenait pas à se calmer. Elle serra les poings. Je dois tirer tout ça au clair jusqu'au bout. Et décider quoi faire. Le lendemain, elle prit le premier bus pour aller travailler, retenant à peine ses larmes. La nuit avait été agitée. John était rentré tard, invoquant des affaires urgentes, et Catherine avait fait semblant de dormir. Elle n'était pas prête pour des explications. De plus, il semblait qu'il n'était pas non plus désireux de parler. Dans le couloir de l'université, elle croisa sa grande amie Chloé, professeure de littérature. Chloé remarqua immédiatement que Catherine était bouleversée. « Écoute, tu as l'air sur le point de t'évanouir. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Catherine secoua la tête. « Je te raconterai plus tard, je ne suis pas encore prête. » « Désolée. » Son amie fronça les sourcils mais n'insista pas pour avoir des détails. Cependant, plus tard, pendant la pause déjeuner, Catherine s'approcha de Chloé et lui raconta doucement tout ce qui s'était passé. Chloé soupira. « Oh mon Dieu, ton mari peut-il vraiment être capable d'une telle intrigue? Peut-être que tu imagines juste des choses. » Mais d'après les bribes de la description de Catherine, il était clair que la conversation entre sa belle-mère et John portait sur de grosses sommes d'argent ou des biens immobiliers. Chloé secoua simplement la tête. « Eh bien, tiens bon. Essaie de lui parler directement, sinon tu vas juste ruminer des suppositions. » Mais avoir une conversation directe ne fonctionna pas. John continuait à l'éviter. À la maison, Catherine le trouvait devant l'ordinateur. Il l'écartait d'un geste. « Désolé, je suis occupé, on en discutera plus tard. » Et puis, quand elle fit un réel effort pour l'attendre, il s'effondra soudainement des épuisements. « Je ne veux rien discuter maintenant, j'ai la tête qui éclate. » Après 3 jours, Catherine était sur le point d'exploser d'indignation et de confusion. En plus de cela, elle devait retourner chez le notaire pour terminer certaines formalités. La tension montait. Chez le notaire, Catherine apprit que sa tante lui avait laissé non seulement un appartement, mais aussi des dividendes d'anciens investissements, ainsi qu'un petit cottage en banlieue. Catherine y vit un véritable cadeau du destin. Elle n'aurait jamais pu imaginer que sa défunte tante possédait de tels actifs. La vie de la tante ces dernières années avait été tranquille et elle n'avait affiché aucune richesse significative. Elle avait dû économiser toute sa vie et organiser discrètement le testament, pensa Catherine. Sur le papier, il semblait qu'elle était maintenant propriétaire d'un héritage assez substantiel. Et oui, formellement, elle conservait le droit de le gérer seule. Sa tante n'avait rien laissé à d'autres parents. Mais alors pourquoi John et sa mère insistaient-ils tant sur certains documents et le transfert des droits? Prévoyaient-ils de forcer Catherine à céder la propriété à John ou à la rendre conjointe? Ce même jour, elle surprit son mari dans le couloir, ferma la porte derrière elle et dit fermement. « Ça suffit. Nous devons parler. Que sais-tu de mes affaires avec le notaire et pourquoi? En discutes-tu avec ta mère dans mon dos ?» John tressaillit mais tenta de s'en tirer. Avec humour. « Chérie, quelle absurdité! Qui t'a dit ça? Quelles affaires ?» Mais Catherine ne recula pas. « J'ai entendu votre conversation quand je suis rentré tôt.
Vous parliez avec ta mère de papier, de comment nous pourrions tout perdre si nous ne nous dépêchions pas. Arrête de mentir. Et d'esquiver, sinon je tirerai mes conclusions. Son ton était ferme. Elle le regarda. Droit dans les yeux. John, réalisant qu'il était inutile de continuer à cacher les choses, soupira et admit, la sœur aînée de maman a découvert d'une manière ou d'une autre que ta tante avait des choses de valeur. Et ma mère a commencé à me harceler, disant que je devrais te convaincre de tout me transférer avant qu'il ne soit trop tard. J'ai résisté, mais quoi? Siffla Catherine. Mais j'ai aussi pensé, nous sommes une famille. Si nous avons des biens communs, nous pourrions investir cet argent ou cet immobilier dans quelque chose de valable plus tard. N'est-ce pas? Bien? En plus, maman pense que si ça reste juste à toi, tes parents du côté de ton père auront accès à l'héritage, et nous n'avons pas besoin de ça, n'est-ce pas? La tête de Catherine tournait d'indignation. C'est absurde. Je suis déjà ta femme. Notre famille ne signifie pas que je doive tout te céder. Et pourquoi diable ta mère se mêle-t-elle de mes affaires? John, décidant apparemment de changer de tactique, dit « Écoute, ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Nous attendions juste le bon moment pour te parler, pour que tu arranges ça pour nous deux. On ne sait jamais, peut-être que j'ai mérité quelque chose et alors je pourrais me retrouver sans rien. Nous devrions nous faire confiance. » Catherine hocha la tête en signe de compréhension, pinçant les lèvres, mais à l'intérieur tout bouillonnait. La confiance? Donc je suis censé faire confiance, et toi tu es censé comploter dans mon dos. Et me traiter comme une poupée sans cervelle? Elle ne poursuivit pas la conversation. Je suis fatiguée. Nous parlerons plus tard, dit-elle d'une voix brisée et alla dans la chambre, fermant doucement la porte derrière elle. Les larmes coulaient incontrôlablement. Le lendemain, le père de John, avec qui Catherine avait une relation plus paisible, appela soudainement. Il demanda poliment s'ils pouvaient se rencontrer. Il dit qu'il avait quelque chose à discuter. Au début, Catherine se tendit. Mon beau-père est impliqué là-dedans aussi? Mais sa voix intérieure suggéra qu'il l'avait toujours mieux traité que sa belle-mère. Peut-être avait-il des pensées différentes. Ils convinrent de se rencontrer dans un parc près de l'université. Le chaud soleil d'automne ne réchauffait pas, comme autrefois, mais évoquait tout de même une légère nostalgie. Son beau-père, un petit homme légèrement voûté au regard fatigué, était assis sur un banc, tripotant un petit sac de graines pour oiseaux. Quand Catherine s'approcha, il leva lentement les yeux. « Je suis désolé de m'immiscer, mais je sens qu'une tempête se prépare dans notre famille. C'est à propos de l'héritage, n'est-ce pas? » Catherine soupira doucement. « Oui, vous savez tout. » Son beau-père eut un sourire amer. « Ta belle-mère agit comme si elle détenait la clé d'une richesse inimaginable entre ses mains. Mais je pense que forcer, enfin, te faire partager ou tout réécrire au nom de son fils, c'est dégoûtant et mal. J'ai essayé de lui dire, laisse les choses se résoudre d'elles-mêmes. Mais elle est têtue. Elle met même la pression sur John. Elle dit que s'il ne prend pas le contrôle, il sera trop tard et Catherine partira avec l'argent. Il baissa les yeux et se tut un moment. J'ai peur qu'elle ne recule pas. Et John, bien qu'il ne soit pas si avide, sa mère sait comment le manipuler. Je ne sais pas ce que tu as décidé, mais je te conseillerais d'être sur tes gardes. Catherine ressentit une vague de gratitude. Au moins quelqu'un dans cette famille montrait un peu de bon sens. Merci. Je ne sais toujours pas quoi faire. Ça fait mal de penser que mon mari pourrait réellement céder à son influence. Et, pour des raisons égoïstes, me marcher dessus. Son beau-père soupira. Ne te précipite pas dans tes décisions. Le plus important est de prendre soin de toi. Si quelque chose devient trop écrasant, ne reste pas silencieuse. Tu peux m'appeler si tu as besoin d'aide. D'accord? Je vais y aller maintenant, j'ai encore des choses à faire. Prends soin de toi, ma fille. Il se leva, sourit timidement et tapota maladroitement l'épaule de Catherine avant de sortir du parc. Sur le chemin du retour, Catherine pensa, en effet, je devrais m'inquiéter si ma belle-mère se mêle si obstinément de mes affaires. Jusqu'ouira-t-elle? Peut-être est-elle capable de faux ou d'extorsion juste pour me pousser à un accord. Mais le plus terrifiant était de réaliser que John est impliqué là-dedans. Peut-être que dès le début,
Il avait eu l'intention de l'épouser pour des raisons pratiques, sachant que Catherine pourrait avoir des parents avec quelque chose de valeur? Ou peut-être est-ce une idée récente et sa mère l'a juste manipulée? Pendant ce temps, la vie continuait. Catherine eut quelques semaines difficiles au travail. Elle devait diriger des conférences méthodologiques, préparer les étudiants aux examens et constamment prétendre que tout allait bien à la maison. Mais la tension à la maison ne faisait que croître. John rentrait parfois trop tard ou disparaissait pendant de longues périodes, invoquant le travail ou le besoin d'aller avec sa mère à l'administration pour certains de ses problèmes. Et chaque fois qu'il partait, il lançait à Catherine une phrase du genre « Tu te souviens que nous avons un budget commun? Il serait juste de gérer le reste ensemble. Ou si nous sommes une famille, il n'y a pas besoin de cacher quoi que ce soit. » Mais il évitait les conversations directes chaque fois qu'elle voulait ouvertement discuter des choses, au point qu'il partait simplement en se dérobant. Catherine sentait que son mari n'était pas honnête avec elle, qu'il attendait juste le moment où elle se lasserait de résister. Bientôt, sa belle-mère revint, trouva Catherine seule et joua l'inquiétude hypocrite. « Ma fille, comment vas-tu? Je m'inquiète pour toi et John. Peut-être finirez-vous par vous comprendre. Après tout, nous voulons tout ce qu'il y a de mieux. Tu sais, il y a en fait un moyen de simplifier le processus. Tu peux donner une procuration à John et tu n'auras pas besoin de perdre ton temps à aller chez un notaire. » À ces mots, Catherine sentit un frisson intérieur. C'était clair comme de l'eau de roche. Sa belle-mère poussait ouvertement pour un scénario où John aurait commodément les droits sur sa propriété. Catherine réussit à peine à forcer un sourire. « J'y réfléchirai. » La belle-mère plissa les yeux. « Tu ne devrais pas tarder. Il y a des circonstances où l'on ne parvient pas à arranger quelque chose à temps, et alors? Eh bien, que puis-je dire, ça fait partie de la vie. » Elle dit cela comme une prophétie de mauvais augure, comme si elle faisait allusion à quelque chose. Catherine sentit un frisson. Était-ce une menace? La nuit, elle dormait à peine, tourmentée par ses pensées. Allait-elle vraiment devoir quitter son mari s'il continuait à insister? Après tout, elle aimait toujours le John attentionné qu'il était autrefois. Il était difficile d'imaginer que cela puisse se terminer par un divorce. Et pourtant, elle savait qu'elle devait garder la situation sous contrôle, ou il la mettrait dans une position désespérée. Quelques semaines plus tard, lorsque les formalités pour l'héritage furent presque terminées, Catherine tomba sur une autre surprise. Il s'avéra que le cottage de sa tante n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Il y avait, selon les rumeurs, des objets anciens à l'intérieur. Les anciens du village où se trouvait la maison disaient que le grand-père de sa tante avait autrefois rapporté quelques icônes rares et qu'il y avait aussi un coffre rempli d'objets ménagers inhabituels. Légalement, tout cela appartenait maintenant à Catherine, si tant est que ces objets aient réellement été conservés. Maintenant, je comprends pourquoi ma belle-mère est si pressée, pensa Catherine. Elle a dû entendre les légendes sur le coffre ancien et veut le réclamer pour elle-même. Elle eut peur. Son mari et sa belle-mère pourraient exiger ces objets dès qu'ils réaliseraient qu'il ne s'agissait pas seulement d'un cottage, mais d'un véritable trésor. Après avoir souffert pendant plusieurs jours supplémentaires entre doutes et craintes, Catherine décida d'agir pour se protéger. Elle s'assura que tous les documents étaient à son nom et dit au notaire « Je n'ai pas l'intention de transférer les droits de propriété de sitôt. Si quelqu'un d'autre que moi vient pour changer quoi que ce soit, n'acceptez pas sans ma présence personnelle. » Le notaire hocha la tête en signe d'accord. Bien sûr, nous avons des règles strictes. Mais Catherine ne pouvait se défaire du soupçon que sa belle-mère pourrait tenter une manœuvre illégale. Je resterai vigilante, pensa-t-elle. Mais le plus dur restait à venir. Un soir, alors que Catherine rentrait chez elle, elle trouva John debout sur le pas de la porte. Il était appuyé contre le mur avec un sourire sinistre. « Eh bien, chère épouse, nous ne sommes toujours pas parvenus à un accord. Peut-être vas-tu reprendre tes esprits? Nous devons parler comme des adultes. » Il s'approcha d'elle. Il sentait l'alcool et ses yeux étaient en colère. « Je suis fatigué de répéter que je ne dois d'explication à personne, » répondit Catherine, « sur ce que j'ai reçu du testament et comment. Si ton seul intérêt réside dans ces papiers, pour être honnête, ça me rend malade. Peut-être vaut-il vraiment mieux que nous vivions séparément, dit Catherine.
John sembla exploser. De quoi me menaces-tu? De divorce? Très bien, mais garde à l'esprit que je paie pour l'appartement où nous vivons, j'ai fait les réparations et la voiture est à mon nom. Alors vas-y si tu veux. Ne t'attends juste pas à tout avoir pour toi. Penses-tu que je ne trouverai pas un moyen d'intenter une action en justice et de prouver que tes proches ont arrangé la propriété illégalement? En regardant le visage tordu et en colère de son mari, Catherine eut l'impression de voir un étranger pour la première fois. La douleur était vive, si intense qu'elle avait l'impression que son cœur était serré dans un poing. Elle retint à peine ses larmes. Je ne sais pas ce que tu pourras faire, mais je sais une chose, si tu continues à me mettre la pression, je partirai simplement. Et tu devras oublier que je partage quoi que ce soit. Tu pourrais même regretter de t'être mêlé à moi, répondit-elle, essayant de paraître ferme, bien que sa voix tremblait. Cela continua pendant plusieurs semaines. Parfois, John changeait de tactique, devenant soudainement doux, essayant de la serrer doucement dans ses bras, disant « Catherine, je comprends tout. Nous devons juste penser à l'avenir. Tu veux que nous ayons une maison ensemble, quelque chose comme un nid familial, n'est-ce pas ?» Catherine remarqua l'ombre de sa belle-mère qui rôdait dans le couloir, l'entendit tousser. Elle écoutait clairement aux portes. Et Catherine réalisa que tout cela était une comédie pour qu'elle se détende, se sente coupable et cède. Mais elle ne céda pas. Revenons à l'amour et à la confiance. Commençons sur une base saine. Si je ne suis pas juste une source d'argent pour toi. Dès qu'elle prononça ces mots, le visage de John devint distant et froid. C'était comme s'il ne comprenait pas de quel sentiment elle parlait. Le jour vint où Catherine dut retourner au cottage de sa défunte tante, qui était officiellement devenue sa propriété. Le village était à 2 heures de route. Elle y alla seule, décidant de vérifier la situation, de comprendre ce qu'il en était de la propriété, des icônes et du coffre. Elle prit le bus. Il faisait nuageux, il bruinait, et elle se sentait mal à l'aise dans son âme. En chemin, elle pensa, et s'il y a vraiment quelque chose de valeur là-bas? Je devrais trouver comment le protéger avant que ma belle-mère et John ne mettent la main dessus. Finalement, le bus s'arrêta et Catherine descendit, s'enveloppant dans une cape. Elle dut traverser tout le village, ne rencontrant que 2 habitants en chemin, qui la regardèrent avec curiosité. La maison de sa tante était située à la périphérie, derrière une clôture délabrée. Mais le toit semblait solide, les fenêtres étaient intactes. Il était clair que sa tante avait fait des efforts pour entretenir l'endroit. À l'intérieur, ça sentait l'humidité et le bois légèrement pourri. Il faudra que j'aère, pensa-t-elle. Elle traversa tranquillement les pièces, meubles rustiques, un vieux poêle et plusieurs portraits au mur. Et, au miracle, dans le coin, un coffre caché, lourd, avec des ferrures métalliques. Pourrait-il vraiment y avoir quelque chose? À l'intérieur, elle trouva un trousseau de clés, fouilla la maison jusqu'à ce qu'elle trouve enfin la bonne pour la serrure. Mais quand elle ouvrit le couvercle, elle ne vit que des piles de nappes jaunies, des serviettes brodées et quelques vieux livres. Il semblait que les antiquités ici étaient plutôt symboliques. Mais alors, au fond du coffre, sous les tissus, elle trouva une boîte sculptée. À l'intérieur se trouvaient 3 icônes anciennes. Catherine ne s'y connaissait pas beaucoup, mais elles semblaient avoir été peintes quelques siècles auparavant. Les visages étaient assombris, la dorure écaillée par endroits, mais ces icônes dégageaient clairement une ancienneté. Voilà, il pensa-t-elle. Si cela a une réelle valeur, ma belle-mère ne fera que s'activer davantage. En soupirant, Catherine décida de tout photographier et peut-être de le faire évaluer plus tard. Après avoir refermé le coffre, elle remercia mentalement sa tante. Elle avait laissé une marque significative dans sa vie, même sans aucun commentaire personnel. Elle ne trouva rien d'autre de particulièrement précieux dans la maison, mais elle décida quand même de ne pas parler de sa découverte à son mari pour l'instant. Ce soir-là, quand elle retourna en ville, elle était épuisée. Ses jambes lui faisaient mal et une peur tranquille s'installa dans son cœur. Et maintenant? Quelle décision devait-elle prendre? À la maison, en entrant dans l'appartement, elle sentit un froid désagréable. Il y avait des valises dans le couloir, puis elle entendit des pas. John sortit de la chambre, rassemblant quelques affaires. « Ah, qui sont-elles » demanda-t-elle d'une voix calme.
Il lui lança un regard tendu. L'appartement de l'ami de maman a été inondé. Nous lui envoyons quelques affaires temporairement. Catherine ferma la porte. Derrière elle et se dirigea vers la cuisine sans commenter. Il y avait une palpable sensation de menace dans l'air, comme si une dispute imminente ne tenait qu'à un fil. Soudain, le téléphone sonna. John décrocha et mit le haut-parleur, apparemment exprès. La voix de sa belle-mère retentit clairement. « Alors, tu l'as convaincue ? Nous devons tout formaliser avant qu'elle ne disparaisse à nouveau dans son village. » John s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Mais sa mère continua, « J'ai des connaissances qui sont prêtes à acheter une partie de son cottage pour que tu puisses faire quelques investissements. Sinon, n'attends rien. » Catherine n'en pouvait plus. Elle arracha le téléphone des mains de John en criant, « Arrêtez vos salles. C'est mon héritage. Je le gérerai comme je l'entends. Vous m'entendez ?» cria-t-elle. Dans le téléphone qui roula sur le sol. John gronda. « Pourquoi tu agis comme ça ? Maman veut juste ce qu'il y a de mieux pour nous. Pour elle-même ? J'ai tout entendu depuis le premier jour. J'en ai marre de ça. C'est ma maison. Et mon droit. N'osez pas prendre de décision pour moi. » dit Catherine avec un calme froid qui dissimulait la tempête. La colère de son mari éclata, son visage devint rouge. « Alors ne sois pas surprise si nous passons à l'action, » cria-t-il, attrapa le téléphone et sortit de l'appartement en trombe. Seule, Catherine fondit en larmes. Elle n'arrivait pas à croire que c'était sa vraie vie. 1 an et demi plus tôt, elle avait rêvé d'avoir un enfant avec John, pensant que leur mariage était solide, que tous les problèmes pouvaient être résolus. Mais maintenant, elle voyait clair, son mari ne la voyait pas comme une personne, il voyait seulement des actifs qui pouvaient être saisis. Et le pire, sa belle-mère, telle une araignée, tissait une toile sophistiquée, y entraînant son fils. Que devait-elle faire ? Pendant les jours suivants, elle vécut en pilote automatique, rentrant à peine le soir pour éviter de rencontrer son mari. Mais il lui rappela son existence une semaine plus tard. Il se présenta avec son mélange habituel de douceur et de menace. Il commença, « Alors, nous sommes toujours une famille. Réglons ça pacifiquement. Tu pourrais signer une procuration pour gérer la propriété. Elle pourrait être au nom de ta mère, pas au mien. Ça accélérerait les transactions et t'épargnerait les tracas. » Catherine s'enflamma. « Non. Fin de l'histoire. » Alors John siffla, « Tu as choisi cette voie. Toi-même, bêtement. Maman a des relations. Nous obtiendrons ce que nous voulons. Et ne pense pas que tu gagneras tout au tribunal. Nous avons des dossiers sur toi. Tu nous supplieras plus tard. » Catherine réalisa qu'il avait complètement oublié qu'ils avaient été autrefois des personnes proches qui appréciaient leur mariage, leurs relations, leurs sentiments. Était-il vraiment devenu un étranger ? Après avoir lutté pendant des nuits blanches, elle décida de parler à sa mère. Leur relation n'avait jamais été facile, car sa mère vivait dans une autre ville. Mais quand Catherine lui parla, sa mère réagit vivement, « Ma chérie, quitte-le. Veux-tu vivre avec quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à ton argent ? C'est humiliant. » Catherine était sur le point de tout laisser tomber, mais au fond de son cœur, il y avait encore une lueur d'espoir, peut-être que John se réveillerait et réaliserait ce qu'il perdait, sa femme. Et Catherine elle-même sentait que abandonner toutes les promesses qu'il s'était faites autrefois serait trop douloureux. Bientôt arriva le jour où devait avoir lieu une célébration à l'université en l'honneur de l'anniversaire de l'établissement. Catherine devait prononcer un court discours. Elle se prépara, porta une belle robe, se maquilla légèrement, espérant qu'au moins le travail lui offrirait une distraction du drame familial. Mais à son horreur, juste avant son discours, une collègue lui dit que la police l'attendait dans le foyer. Il s'avéra que sa belle-mère avait déposé une plainte. Catherine était prétendument en possession illégale de biens qui appartenaient soi-disant à elle, la belle-mère, et à son fils. L'accusation portait sur une fraude. Catherine était sous le choc. La police était polie, mais il devait l'inviter au poste pour clarification. Elle rassura ses collègues qu'elle reviendrait plus tard et expliquerait tout, puis alla faire sa déposition. Au poste, un enquêteur l'écouta. Il réalisa rapidement que la plainte de sa belle-mère était fabriquée.
et lui dit qu'à ce stade, il était peu probable qu'il considère cela comme une affaire criminelle. Cependant, en raison de la procédure, une enquête devait être menée. Les mains tremblantes, Catherine sortit les documents de son dossier. L'héritage, le testament, tout était en règle. L'enquêteur hocha la tête. « Oui, je vois que c'est votre droit légal », dit-il en concluant le procès-verbal. Il raccompagna Catherine jusqu'à là. Sortit et ajouta, d'un ton maintenant légèrement plus chaleureux, « Je suis désolé d'entendre parler des conflits dans votre famille, mais malheureusement, vous n'êtes pas la première. J'espère que tout s'arrangera. » Catherine rentra chez elle, se sentant vidée. Alors maintenant, il n'hésiterait à rien. Même à utiliser la tromperie pour l'entraîner dans des litiges policiers. C'était clair maintenant, c'était le début d'une guerre ouverte. Quand John rentra ce soir-là, Catherine se tenait dans le couloir, figée comme si elle était enracinée au sol. Il n'y avait ni larmes ni colère dans ses yeux, seulement de la détermination. « Je sais qui a poussé ta mère à déposer cette plainte, lui lança-t-elle. Arrête ça tant qu'il est encore temps de réparer les choses. Sinon. » Mais John ne fit qu'afficher un sourire narquois, presque méprisant. « Ce n'était pas moi. C'était son idée. Et oui, tu es si intelligente. Mais, maman devrait-elle rester là sans argent? Elle mérite plus. Et je n'ai pas l'intention de rater ma chance. » Catherine se détourna silencieusement de cette personne. Elle ne ressentait que froideur et égoïsme. Il devint clair pour elle, leur mariage s'effondrait. Celui qui jurait autrefois de l'aimer ne la voyait plus que comme un obstacle à son propre gain. Elle commença discrètement à chercher un endroit où déménager, louer un appartement, puis voir quoi faire de la propriété. Chloé, une amie, en entendant cela, suggéra « Viens rester chez moi pendant un moment. J'ai un appartement de 2 chambres. Nous pouvons vivre ensemble si tu veux, jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. » Catherine pensa, peut-être était-ce la solution. Mais un sentiment de malaise la tiraillait. Si elle déménageait, John et sa belle-mère pourraient librement accéder à ses documents personnels. Ils pourraient même manipuler les papiers. Toutes les copies notariées étaient avec elle, mais si quelque chose d'important était resté à la maison, elle décida de ne pas mettre officiellement fin aux choses pour l'instant, bien qu'au fond d'elle, elle savait que la fin était inévitable. Bientôt, il y eut un nouvel incident. Une nuit où John n'était pas là. On sonna à la porte. « C'est la police. Ouvrez. Vos voisins du dessus ont une inondation. Nous devons vérifier les tuyaux. » Catherine ouvrit la porte. 2 hommes inconnus se tenaient sur le seuil. Sans cérémonie, ils entrèrent et se dirigèrent immédiatement vers la salle de bain. L'un d'eux, jetant un coup d'œil autour de lui, se dirigea vers la chambre. « Où allez-vous » demanda-t-elle, méfiante. « Tout va bien, et ?» L'homme en jetant un coup d'œil dans la salle de bain. Ça fuit probablement d'en haut. Ils partirent aussi vite qu'ils étaient venus. Ce n'est que plus tard que Catherine remarqua qu'un des placards du couloir étaient légèrement ouverts. Avait-il cherché des documents? Avec horreur, elle réalisa qu'il n'était peut-être pas du tout plombier. Il aurait pu être des gens engagés par sa belle-mère. Elle appela la police. Ils l'informèrent qu'aucun appel n'avait été fait à son adresse. Ses mains tremblaient. Ils reviendront quand je ne serai pas là. Le point culminant approchait. Sur les conseils d'un ami avocat, Catherine loua secrètement un coffre-fort où elle plaça tous les originaux, le testament, les certificats, les documents d'héritage. En même temps, elle déposa une requête en justice comme confirmation formelle de ses droits de propriété. Son collègue avocat l'assura, maintenant, toute manipulation sera plus difficile à réaliser. Mais la pression augmenta. Sa belle-mère commença à apparaître tous les jours avec des suppliques. Si tu ne signes pas la procuration, je trouverai comment ternir ta réputation. Tu sais, c'est facile de placer quelque chose et ensuite de prétendre. Catherine sentit un frisson intérieur. C'étaient des menaces directes. Placer de la drogue, des biens volés? Sa belle-mère agissait comme une escroc. John disparut. Il arrêta de rentrer la nuit. C'était comme s'il s'était enfui, laissant sa mère faire le sale boulot, mettant la pression sur sa femme. Catherine comprenait tout. Elle n'avait plus besoin d'une telle famille. Mais une nuit changea tout. Environ un mois après le début du harcèlement, elle rentra tard.
Elle espérait que personne ne serait là, mais la lumière était allumée dans la chambre. Quand elle entra, elle découvrit que la pièce avait été mise à sac. Les tiroirs étaient sortis, des feuilles de papier éparpillées partout. Sa belle-mère se tenait près de la fenêtre, fouillant dans les documents. En entendant des pas, elle leva les yeux et ses yeux brillèrent de folie. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cria Catherine. « Je cherche ce qui appartient de droit à mon fils. » hurla sa belle-mère. Catherine se précipita vers elle, essayant de lui arracher un dossier des mains. À ce moment-là, sa belle-mère la tira par les cheveux, lui tordit le bras comme une possédée. Une vraie lutte éclata. Le bruit de tissu déchiré se fit entendre. Catherine se libéra, repoussant sa belle-mère, cria « Sors de chez moi !» Mais sa belle-mère siffla. « En retour, cette maison est loin d'être la tienne. Tu as assez joué la maîtresse. Tes richesses devraient aller à mon fils. » Sa belle-mère attrapa un lourd porte-stylo. Sur la table. Une pensée traversa son esprit, elle pourrait me frapper. Il sembla que tout se figea un instant. Mais soudain, la porte s'ouvrit à la volée. John se tenait dans elle. Embrasure. Voyant sa mère lever un objet lourd au-dessus de Catherine, il se figea. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» dit-il. Elle se figea, ses yeux passant sauvagement de son fils à Catherine. Puis elle laissa tomber le porte-stylo sur le sol et siffla. « Tu penses qu'elle t'aime ? Oui, elle va te détruire. Elle veut tout pour elle. » John se précipita vers sa mère, lui retirant le bras. « Allons-y, dit-il. » Mais elle commença à crier des insultes à Catherine. John l'entraîna dans le couloir, attrapa son manteau, l'aida maladroitement à l'enfiler et ils se précipitèrent hors de l'appartement. Catherine, retenant son souffle, s'affaissa sur le sol. Les larmes coulaient librement. C'en était arrivé là. Bagarre, violence. Elle réalisa que c'était le point de non-retour. Quelques heures plus tard, John revint. Il ouvrit doucement la porte. Entra dans la chambre, vit le désordre et vit Catherine avec des larmes sur le visage. Il s'assit lourdement à côté d'elle. « Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. Je suis désolé. Maman est hystérique. Tu comprends, elle a ses raisons. » Catherine rit amèrement. « Des raisons ? Quelles raisons y a-t-il pour attaquer ? Ton père m'avait prévenu qu'elle était capable de tout, mais je n'y croyais toujours pas. Je pensais que ça ne pouvait pas arriver. » John passa sa main dans ses cheveux. « Écoute, je suis perdu. D'un côté, c'est ma propre chair et mon sang. Elle me dit depuis l'enfance que je dois prendre soin d'elle. De l'autre, tu es ma femme et c'est difficile pour moi que tu ne fasses aucune concession. Serait-ce vraiment si mauvais investir ton argent dans notre avenir ? Elle n'arrête pas de dire que tu vas nous tromper, nous quitter, et que nous nous retrouverons sans rien. Je l'ai cru, mais maintenant je vois que ça devient incontrôlable. » Catherine le regarda et son cœur se brisa. « Et maintenant ? Tu veux que je donne ma maison, tout mon argent à ta famille ? Est-ce notre avenir ? Ou est-ce juste l'enrichissement de ta mère ? » John secoua la tête. « Nous aurions pu y arriver. Mais après aujourd'hui, je ne sais pas comment tout réparer. » Il tendit la main pour toucher la sienne. Mais elle la retira. « Il est trop tard, » murmura Catherine. « Trop tard comment ? Non, je peux parler à ma mère, lui expliquer que tout ça est ta propriété, que nous devons respecter tes droits. Nous vivrons ensemble comme avant, je promets. » Catherine secoua la tête en signe de refus. « Non, pas comme avant. C'est fini, John. Je ne peux pas vivre dans une atmosphère de chantage et de violence. J'ai peur. Je ne veux pas que tu me montes contre ta mère, et je ne veux pas que tu partages ses opinions. J'espérais que tu serais à mes côtés, mais tu as mis trop de temps à agir. Et maintenant, elle m'a presque blessé, et tu dis que tu es perdu ? » Elle sourit amèrement. « Je suis désolé, mais maintenant je ne peux penser qu'à une chose, je dois partir. » Il chancela comme s'il avait été frappé. « Tu es sérieuse ? Tu me quittes ? Et tu ne m'as pas quitté quand tu as commencé à soutenir toutes ces intrigues ? » Catherine éleva légèrement la voix. « Je suis désolé, mais j'ai pris ma décision. Je dois vivre séparément. Je ne sais pas, peut-être que plus tard nous trouverons les mots justes l'un pour l'autre, mais pour l'instant, je ne vois pas d'issue. Je vais prendre mes documents et vivre. »
Le lendemain matin, elle appela un taxi de déménagement, emballa ses affaires et les emmena chez Chloé. Chloé l'accueillit avec compréhension. « Reste aussi longtemps que tu veux. Je t'aiderai, dit Chloé. Catherine déposa une plainte à la police pour l'entrée illégale de sa belle-mère. Et l'agression. Elle avait peur, mais elle sentait qu'elle devait poser une limite. Que sa belle-mère comprenne au moins un peu qu'il y aurait des conséquences assez. La police accepta la plainte, mais aucune affaire ne fut ouverte. Catherine savait pas quoi faire. Tout dépendait des preuves. Elle avait des bleus au bras, une blouse déchirée, mais il y avait peu de preuves au-delà de ses propres mots. Pourtant, il sembla que sa belle-mère était intimidée, car elle arrêta de se montrer et de la menacer. John appela quelques fois, essayant d'arranger les choses. Il dit qu'il regrettait les actions de sa mère et lui demanda d'y réfléchir. Mais Catherine resta inflexible. « Je ne retournerai pas dans cet appartement tant que ta mère ne me laissera pas tranquille. Pour toujours. Et tu ne pourras pas prouver que nous avons un avenir, pas pour l'argent, mais par amour. » Il se tut, et seul un lourd souffle pouvait être entendu au téléphone. Plus les choses avançaient, plus Catherine comprenait qu'il n'y aurait probablement pas d'avenir avec John. Il avait montré trop de lâcheté et avait toujours cédé à sa mère. De nouvelles tentatives venaient de son côté. Un jour, il se présenta à son lieu de travail. Il l'accueillit avec les mots « J'ai besoin de toi. Nous pouvons recommencer. J'ai renvoyé ma mère. Elle est partie rester chez sa sœur pendant un moment, pour qu'elle ne s'immisce pas. Reviens. » Mais Catherine ressentit un mélange de pitié et de mépris. « Il est trop tard, dit-elle à voix haute. Je ne suis plus la femme qui croyait tes paroles. J'ai besoin de temps. » Puis elle prit une décision, demander le divorce. « Je vais déposer les papiers. » Quand John entendit le mot divorce, il se dégonfla. Puis soudain éclata, « Très bien, si c'est ce que tu veux, alors divorçons. Mais n'oublie pas que je me battrai contre toi. Pour tout. Je dirai que tu avais un amant, que tu as dépensé l'argent de tes économies pour lui. J'ai même de soi-disant témoignages de personnes qui t'ont vu avec un homme. » Elle eut un sourire amer. « Vas-tu vraiment t'abaisser à ce point ? Dépose ce que tu veux. Je n'ai plus peur. » Cette fois, elle était résolue. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Plusieurs semaines passèrent encore dans une tension angoissante. Catherine séjournait chez Chloé, se préparant mentalement aux batailles juridiques à venir. Puis, de nulle part, son beau-père appela, chuchotant anxieusement qu'il devait la rencontrer. Quand ils se rencontrèrent, il dit « Catherine, je sais que les choses sont allées trop loin. Ma femme est malade. On lui a récemment diagnostiqué une grave maladie neurologique. Elle n'est littéralement plus elle-même. John est bouleversé, mais il ne peut toujours pas lui tenir tête. Je veux juste que tu saches, personne n'a le droit de t'enlever ce qui t'appartient de droit. Je vais essayer de la raisonner. » Mais Catherine le regarda droit dans les yeux. « Merci d'essayer, mais ça n'a plus d'importance. Maintenant, je ne reviendrai pas. Je comprends que ma belle-mère est malade, mais ce qui a été fait ne peut être défait. Je demande le divorce. » Son beau-père vit que la persuader était inutile. Il hocha amèrement la tête. « Je comprends. Si jamais tu as besoin de quelque chose, demande simplement. » Et puis le jour arriva. Catherine, luttant contre le tremblement de ses genoux, entra dans le tribunal pour demander le divorce. John se présenta. Il avait l'air sombre. Sa belle-mère n'était pas là. La première audience eut lieu. Ils tentèrent de réconcilier les parties, mais Catherine resta ferme sur ses positions. John baissa les yeux, comme plein de regrets, mais ne fit aucun geste pour arranger les choses. Le juge, voyant qu'il n'y avait pas d'enfant du mariage, seulement les biens propres de John, et que l'héritage de Catherine n'était pas soumis à la division, accorda un délai de réconciliation. Juste une formalité, mais il était clair que le divorce était inévitable. Les mois passèrent. Catherine reçut l'ordonnance du tribunal, dissolvant officiellement le mariage. John ne résista plus. Les avocats des deux côtés confirmèrent simplement qu'il n'y avait presque pas de biens acquis en commun, rien à diviser. Tout se termina sans heurts majeurs, du moins sur le plan juridique. Mais l'âme de Catherine était marquée par l'expérience. Elle alla à la maison de campagne, respira un soupir de
Soulagement. Personne n'était entré par effraction, pas de destruction, rien. Au moins la maison était intacte. Elle déplaça temporairement le coffre avec les icônes à la banque, juste pour se sentir vraiment en paix. Peu après le divorce, la santé de sa belle-mère déclina brusquement. Et John, semble-t-il, partit avec elle dans une autre ville pour voir un spécialiste. Catherine essaya de ne pas suivre leur vie. Elle avait eu assez de douleur. Elle se lança dans la rénovation de l'appartement de sa tante, prévoyant d'y emménager définitivement. La blessure émotionnelle brûlait encore. Les souvenirs ne la laissaient pas tranquille. Parfois, quand les jours où elle et John étaient heureux, ou du moins semblaient heureux, lui manquaient, elle pleurait la nuit. Était dur, mais elle savait que la décision avait été prise. Et puis, juste au moment où il semblait que son histoire était enfin terminée, elle apprit quelque chose qui menaçait de tout bouleverser. Elle reçut un appel de vieilles connaissances de sa tante. Ils expliquèrent que sa tante avait laissé une autre lettre, qui, pour une raison quelconque, n'était pas parvenue au notaire. Supposément, elle mentionnait certains plans spéciaux concernant la maison. Au début, Catherine pensa que c'était une erreur, mais les connaissances jurèrent que la lettre existait et que dedans, sa tante expliquait en détail pourquoi tout avait été laissé à Catherine et quelles conditions elle avait spécifiées. Des conditions ? Catherine fut surprise. Peut-être dit-elle que la propriété ne peut pas être vendue ? Ou peut-être voulait-elle que la maison soit transformée en refuge pour chats errants ? D'une manière ou d'une autre, il fallait tirer cela au clair. Catherine retourna chez le notaire pour clarifier la situation. Il consulta tous les documents. Il n'y avait aucune mention officielle de condition quelconque. Cela signifie que votre tante n'a jamais soumis la lettre. Ce pourrait être juste un souhait personnel qui n'a aucune valeur légale, remarqua le notaire. Pourtant, Catherine voulait honorer la mémoire de sa tante. Elle voulait savoir exactement ce que sa tante avait eu l'intention de faire. Elle demanda aux connaissances de lui envoyer la lettre. Ils la lui postèrent. En voyant l'écriture inégale et fanée de sa tante, Catherine sentit une boule lui monter dans la gorge. La lettre commençait « Ma chère nièce, je sais combien la vie a été difficile pour toi. J'espère que mon héritage t'apportera du bien. Je demande seulement, si tu peux, de garder la maison et notre famille. Ne la vends pas. Nos ancêtres se sont réunis ici. Cet endroit détient elle. Histoire de plusieurs générations. Je crois que ton mari est un homme fiable. Il t'aidera à t'installer, et vous élèverez des enfants dans cette maison. Sois heureuse. » Après avoir lu cela, Catherine fondit en larmes. Sa tante n'avait pas su qu'il n'y aurait pas de famille heureuse. Que son mari se révélerait avide et peu fiable, et qu'aucun enfant ne vivrait jamais là. De lourdes pensées la hantèrent pendant des jours. Elle pleurait souvent, assise dans le nouvel appartement, vide et pas encore habité. Puis elle se souvint des icônes. Peut-être devrait-elle les donner à une église ou à un musée. Après tout, sa tante avait écrit sur l'histoire de la famille. Peut-être devrait-elle au moins partager partiellement cet héritage culturel. Elle n'avait pas encore décidé, mais elle comprit une chose, sa tante avait de bonnes intentions, et d'une manière ou d'une autre, elle devait trouver la force de continuer à avancer. Elle prévoyait toujours de restaurer la maison, de la rendre confortable, non pas pour un bonheur familial avec John, mais pour elle-même, pour les générations futures. Pendant ce temps, la vie s'installait dans un rythme stable. Catherine enregistra officiellement la maison de campagne à son nom. Elle y allait tous les week-ends, mettant progressivement les choses en ordre. Il n'y avait plus de réclamation de sa part de son ancienne belle-mère ou de John. Apparemment, la maladie et leurs propres affaires les avaient entièrement absorbées. Catherine faisait encore des cauchemars de temps en temps sur les disputes, les conversations surprises, la fausse police à la porte. Mais les jours passaient et la douleur commençait à s'estomper. Elle voulait croire que le pire était derrière elle. Un jour, son beau-père appela. Il dit qu'il voulait se rencontrer, qu'il y avait des choses qu'il devait dire. Catherine se souvint comment il avait été autrefois le seul de la famille à la traiter avec décence. Elle accepta. Ils se rencontrèrent à nouveau dans le même parc, sur le même banc. Il avait l'air plus vieux maintenant, voûté. « Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger de tout ça à l'époque. Ma femme a réagi beaucoup trop
durement à l'idée que tu avais de l'argent et des biens. Et John, à cause de ça, faiblesse, n'a pas pu lui tenir tête. Oui, et j'ai fini impuissant aussi. J'ai honte. Catherine lui serra doucement la main. Tout ça, c'est du passé maintenant. Je vous suis reconnaissante, au moins d'avoir essayé de me prévenir. Il soupira amèrement. Tu as bien fait de partir. Je ne pense pas que quoi que ce soit aurait pu sauver ce mariage. Et John, il est dans une situation difficile en ce moment. Sa mère est à l'hôpital. Ils ont diagnostiqué un stade avancé de la maladie. Ses soins coûtent cher et il cherche de l'argent. Je voulais juste dire, il a peut-être essayé de te contacter, mais il n'a pas eu le courage. Catherine fronça les sourcils. Pourquoi? S'il a besoin d'argent, je suis la dernière personne qu'il devrait appeler. Son beau-père leva les mains en signe de résignation. Je comprends. Mais peut-être as-tu encore des sentiments pour lui? Elle secoua la tête. J'ai pitié de lui, mais je ne veux pas retourner dans le passé. En disant cela, une petite pointe de culpabilité toucha son cœur. Mais elle l'écarta rapidement. Trop de choses s'étaient passées. Et puis le jour vint, où John la contacta vraiment. Il appela. Sa voix était basse, brisée. Salut. Je suis désolé de te déranger. Je suis en difficulté. Ma mère est mourante et je n'ai pas assez d'argent pour l'opération. Je sais que nous nous sommes mal quittés, mais je t'en supplie, si tu peux me prêter quelque chose, j'accepterai toutes les conditions. Je jure que je te rembourserai. Catherine resta silencieuse longtemps. Pourquoi m'appelles-tu? Demanda-t-elle, sentant une lente colère monter en elle. Combien de fois ta mère a-t-elle essayé de prendre mes biens, de m'humilier, de me menacer? Et maintenant qu'elle a besoin d'aide, tu te souviens que j'existe? John renifla. Ce n'est pas si simple. Nous n'avons personne. Papa a été licencié. Mes tantes peuvent donner un peu, mais ce n'est pas assez. Et nous en avons besoin urgemment. Je suis désolé, je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais tu n'es pas une personne cruelle. Il se tut. Les larmes montèrent aux yeux de Catherine, un mélange de colère et de douleur. D'une part, elle ne voulait pas se venger. Sa mère était malade, et peut-être avait-elle vraiment besoin d'aide. De l'autre, n'était-ce pas eux qui avaient empoisonné toute sa vie? Catherine demanda du temps pour réfléchir. Pendant 2 jours, elle fut hors d'elle. Chloé dit, « Écoute, tu n'es pas responsable de la cruauté de quelqu'un d'autre. Si tu lui donnes l'argent, il pourrait voir ça comme une faiblesse. Si tu ne le fais pas, tu te sentiras coupable. C'est ta décision. » Finalement, Catherine prit une décision. Elle contacta le notaire et proposa de prêter l'argent à John dans le cadre d'un accord de prêt formel avec intérêt et garanti par une caution, comme une part de l'appartement de ses parents. Oui, cela semblait dur, mais elle ne voyait aucune autre garantie. S'il acceptait, il pouvait venir signer. John, apprenant les conditions, se flétrit. Je ne peux pas utiliser l'appartement de ma mère comme garantie, il est à son nom. Donc cette option était écartée. Il ne rappela pas. Une demi-année passa lentement. Catherine commença à guérir. Elle termina presque la rénovation de l'appartement de sa tante. De temps en temps, elle allait au village. Elle avait engagé des ouvriers pour remplacer une partie du toit et installer la plomberie. Elle voulait tout faire correctement, s'assurer que la maison tiendrait encore de nombreuses années. Le passé faisait encore mal, mais la vie avançait. Puis, en triant un vieux tiroir de documents, elle tomba sur une lettre. Une que sa belle-mère avait écrite autrefois à John. Catherine l'avait vue par accident. Dedans, la femme avait écrit qu'elle ferait n'importe quoi pour son fils. Une pointe de sympathie agita Catherine. Peut-être qu'elle ne m'a détesté que parce qu'elle était terrifiée de le perdre. Peut-être était-ce la peur, pas la méchanceté, qui l'a fait agir ainsi. Pourtant, même en plaignant la femme malade, Catherine ne pouvait oublier les attaques, les menaces. Et ainsi, elle se dit, ils sont en difficulté, mais je ne dois rien à ceux qui ont essayé de me détruire. Chloé la soutint. Tu as raison. Pense à toi pour une fois. Tu mérites le bonheur. Arrête de te sacrifier pour des gens qui ne veulent pas de bien. Les mois passèrent et la vie commença progressivement à reprendre forme. Catherine commença même à voir quelqu'un,
un homme gentil et attentionné nommé Alex, qui travaillait dans la même université. Il connaissait un peu sa douleur mais ne posait jamais de questions insistantes. Puis un jour, il fit une offre simple. Allons à ton cottage ensemble. Je pourrais aider à réparer quelques trucs. Catherine accepta, tranquillement heureuse à elle. Idée de passer du temps avec quelqu'un qui la mettait à l'aise. Par une belle journée d'été, ils se rendirent au village. Ils travaillèrent côte à côte, arrachant de vieilles planches, peignant la clôture, riant. Ensemble. Et soudain, Catherine réalisa qu'elle pouvait sourire à nouveau, vraiment. Sourire. Elle pouvait sentir l'espoir pour l'avenir. Ce soir-là, quand le travail fut terminé, ils s'assirent sur les marches de l'entrée de la maison, regardant le soleil se coucher sur les champs. Alex sortit un thermos de thé. Et quelques sandwichs. Et dans ce moment paisible, les souvenirs affluèrent d'un coup, la terreur. De l'attaque nocturne de sa belle-mère, la trahison de son mari, l'héritage de sa tante et la lettre dans laquelle sa tante avait rêvé que ce serait un lieu pour une famille heureuse. Catherine soupira amèrement et regarda le ciel pâlissant. Peut-être que ma tante avait raison. Elle espérait que je trouverais l'harmonie dans cette maison. Alex lui serra doucement la main. Tu la trouveras. Si tu t'autorises à vivre sans constamment regarder en arrière vers ceux qui t'ont blessé. Quelques mois de plus passèrent. Catherine continua de visiter le village, poursuivant son travail sur la maison. Et puis vint une convocation inattendue du tribunal. Elle ouvrit l'enveloppe. Son ancienne belle-mère avait intenté une nouvelle action en justice, tentant de contester le testament de sa tante. Elle affirmait qu'il avait été falsifié. Désespérée, Catherine s'exclama, mais il a été vérifié 100 fois. Et le délai de prescription est passé depuis longtemps. Son avocat expliqua, n'importe qui peut essayer de rouvrir une affaire s'il présente ce qu'il prétend être de nouvelles preuves. Nous devrons assister à l'audience et apporter à nouveau toute la documentation. La date d'audience fut fixée 2 semaines plus tard. Le jour venu, Catherine arriva avec son avocat. Son ancienne belle-mère avait l'air frêle, tenant à peine debout, le visage pâle. John était avec elle, sombre et silencieux. Lorsqu'on lui demanda de présenter ses revendications, la femme, la voix tremblante, se lança dans un discours décousu sur une prétendue corruption au bureau du notaire, disant qu'elle avait été trompée et que la tante de Catherine n'était pas saine d'esprit en rédigeant le testament. Le juge écouta avec lassitude, puis demanda les documents. L'avocat de Catherine soumit tous les papiers originaux certifiés. Après une brève délibération, le juge annonça la décision. La demande était rejetée faute de preuves. Le testament et l'héritage étaient déclarés valides. Un lourd silence tomba sur la salle d'audience. John se détourna de sa mère, comme réalisant que c'était la défaite finale. Catherine se tenait prête à partir. Soudain, la femme âgée éclata en criant « Tout est de ta faute. Tu as ruiné la vie de mon fils. Je te déteste. » Puis elle se serra la poitrine. John se précipita pour la rattraper alors qu'elle chancelait, le souffle court. Une ambulance fut appelée et elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Catherine se tenait dans le couloir du palais de justice, regardant la civière disparaître au coin. À l'intérieur, elle ne ressentait qu'un calme détachement. C'est tout. Je laisse tomber. Quoi qu'il arrive, arrive. Et finalement, ce soir-là même. Déjà sur le chemin du retour, elle ouvrit la porte d'entrée de son nouvel appartement et comprit, l'histoire avait atteint sa fin. Avec ce procès absurde, sa belle-mère avait joué son dernier coup. Elles avaient perdu. Éprouvait-elle de la pitié pour la femme malade? En partie, oui. Mais on ne lui avait laissé aucun autre choix. Appuyant son dos contre la porte, Catherine ferma les yeux et soudain ressentit un sentiment presque physique de libération. Le poids s'envola de son âme. Le lendemain matin, elle se réveilla avec le sentiment qu'un espace entier s'était ouvert devant elle. Un espace pour l'avenir. Et ce même jour, elle commença à planifier un voyage à la campagne, finissant la cuisine d'été, plantant des fleurs. Après tout, il était temps de commencer une nouvelle vie. Et bien que le ressentiment envers John et sa belle-mère ne se soit pas complètement estompé, elle savait que tout cela était derrière elle maintenant. Elle avait sa propre maison, son propre appartement, et surtout, la liberté. La liberté de ceux qui ne l'avaient vue que comme un moyen d'obtenir quelque chose.
Laissez-les se débattre avec leurs propres démons. Ce n'est que plus tard cette nuit-là, réalisant qu'elle avait oublié de sortir les papiers du tribunal de son sac, que Catherine fouilla dans la poche et sentit un morceau de papier. Il s'avéra être une vieille photographie, autrefois parmi les affaires de sa mère. Comment elle s'était retrouvée là, Dieu seul le sait. Sur la photo, la jeune Catherine, environ 18 ans, se tenait avec John. Tous deux souriaient, se tenant la main. Une époque où ils étaient amoureux et ne savaient rien de la belle-mère ou des testaments. Son cœur se serra. Les larmes montèrent à ses yeux. Mais après un moment, elle prit une décision. Assez. Je ne pleurerai pas le passé. Il est mort. Je suis vivante, et j'avance. Ainsi se termina sa saga de plusieurs mois, remplie de désespoir, de trahison, de lutte, mais aussi de l'acquisition de la liberté. Bien que sa défunte tante ait peut-être fait un mauvais choix de mari, elle donna à Catherine la chance de construire une nouvelle vie sur la base solide de ses propres choix. Dans les dernières lignes de sa lettre, la tante avait écrit un jour, « Si tu rencontres la haine sur ton chemin, ne la crains pas. Tu auras la force de tenir bon, et le bien que tu portes en toi reviendra sûrement. » Et maintenant, dans le silence de la nuit, alors que le vieux coffre craquait en s'ouvrant et que Catherine réarrangeait les serviettes brodées de sa tante à l'intérieur, elle murmura doucement. « Tante, je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de tes espoirs.